à toutes et à tous. Et merci d'être là et merci à vous trois d'être là. On est très content d'accueillir cette soirée autour des éditions Éric Pesty en présence d'Éric lui-même. Merci d'avoir accepté cette invitation. Un plaisir. Euh, donc le catalogue des éditions Éric Pesty a été créé en 2005 et s'articule autour de la poésie et de l'écriture contemporaine. Il a quelque chose de très spécifique dans le champ éditorial actuel et dans les modèles classiques que l'on connaît. C'est que la maison se déploie autour d'un modèle très singulier, indépendant, artisanal, je dirais presque en marge, mais dans le sens très atypique. Je n'y vois évidemment rien de péjoratif là-dedans, de choix éditoriaux qui sont très sensés, une conception du livre et de sa fabrication totalement atypique et vraiment précise. Voilà, c'est un catalogue qui déploie un rapport à l'objet très différent de ce que l'on connaît dans les modèles éditoriaux actuels, liés vraiment à l'objet et à une incarnation du texte par l'objet. Je commence à dire ça en introduction parce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à avoir en tête tout au long de cet échange. Il sera donc question de cela au travers du déploiement du catalogue depuis 2005, de cette approche très spécifique, précise, j'ai envie de dire ardemment choisie, des voix, des approches et des clés qui peuvent former des ensembles thématiques ou autres qui s'y déploient. Donc on va construire ce temps-là autour d'un échange avec Éric et autour de lecture pour entendre aussi les voix de ce catalogue. Pardon. Et je remercie Esther, Salmona et Kailveza de leur présence à nos côtés pour cette soirée. Donc pour rentrer dans le catalogue, Éric, si vous le voulez bien, on va passer par les approches, les manières de faire et peut-être les collections. Et j'aimerais commencer par une collection, mais c'est peut-être que c'est pas une collection, mais en tout cas les formats brochés présents au catalogue. En effet, enfin, si on parle de collection, il y en a vraiment une de collection, c'est la collection agrafée, à partir de quoi se déterminent un peu les autres choses. Et donc je parle agrafé, c'est le mode de façonnage. Alors à partir du mode de façonnage, évidemment, il y en a qui ne sont pas agrafés. Et c'est par là que finalement l'aventure a commencé, puisque j'ai commencé par faire des livres d'Emmanuel Fournier en 2005, les deux premiers. Ils faisaient à la fois 120 pages et 64 pages, je crois. Enfin, ils étaient brochés, enfin cousus, brochés chez l'imprimeur. Et donc, c'est à partir du moment où j'ai inventé, enfin, mais sans doute que je vous expliquerai quels sont les modèles de cette collection agrafée, que finalement j'ai donné le nom à la collection brochée, qui n'en avait pas jusque-là. Et on va dire qu'il y a une autre collection, entre guillemets, qui n'est ni agrafée ni brochée, puisque c'est une feuille pliée, mise dans une couverture à rabat, et donc on l'appelle huis clos, celle-là. Voilà, donc c'est à peu près, c'est la façon, oui, de les façonner qui distingue les trois collections. Enfin, il n'y en a qu'une qui est vraiment une collection, qui est pensée comme une collection, c'est la collection agrafée. Ouais, voilà. Et donc au tout début du projet éditorial, il y a ces ouvrages qui constituent un peu la colonne vertébrale en fait du catalogue. Je ne sais pas, c'est peut-être trop grand de dire ça, mais comment vous faites le choix de textes qui rentrent au catalogue, d'auteurs, comment est né le projet en somme. Au début, il y a quand même des sollicitations. C'est parce que j'avais un certain nombre de lectures, d'idées, de convictions. Mais évidemment, quand on commence par un livre, parce qu'il faut bien commencer une maison d'édition, et ça commence par un livre, tout ça est assez flou, ou alors il y a des ambitions qui ne correspondent pas finalement à ce que la réalité sera.
on avance quand même beaucoup à tâtons. Et j'avais vraiment beaucoup de passion pour le travail à l'infinitif d'Emmanuel Fournier. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que Emmanuel Fournier était publié aux éditions de l'Éclat. Donc on va dire qu'il avait son éditeur. Mais j'étais intéressé puisqu'on avait eu l'occasion, bonjour, on avait eu l'occasion de travailler ensemble pour une publication en revue. J'avais une revue avant de monter la maison d'édition que je dirigeais avec deux amis. Et donc on avait sollicité Emmanuel Fournier à nous donner un texte qui n'était pas exactement de la philosophie comme ce qu'il avait fait jusque-là aux éditions de l'Éclat. Et donc j'ai eu envie de lui proposer de continuer dans ce sens-là, et ce qu'il a accepté avec beaucoup d'enthousiasme, parce que Emmanuel est quelqu'un qui n'aimait pas être enfermé dans une forme, et il a toujours cherché à s'échapper de toute façon dans son travail. Alors des fois il est allé jusqu'à les neurosciences, il a fait de la philosophie, plus philosophie du langage, et puis il s'est approché de la poésie, et notre livre là, Tractatus Infinitivo Poeticus, c'est vraiment un grand livre de poésie. À mon avis, Emmanuel c'était pas forcément dans ses interrogations les plus directes, enfin la poésie, on va dire. Mais petit à petit, la rencontre a fait que la question s'est posée, enfin qu'est-ce que la philosophie a à voir avec la poésie? Voilà. Et donc on a essayé de résoudre cette question dans ce livre-là. Enfin, Emmanuel l'a résolu voilà, dans ce livre, dont je vous lirai quelques pages. Et donc dans le catalogue, il n'y a pas que des voix d'auteurs français, il y a des voix... Oui, alors, il y a des traductions. Voilà. Alors j'avais quelques fascinations au tout début, donc j'avais mes lectures, c'est des auteurs qui m'ont appris à lire, on va dire, que ce soit Claude Royer-Journoud, donc c'est de la génération d'avant la mienne. C'est les anciens du catalogue. Parce qu'en fait, dans le catalogue de la maison d'édition, on ne publie que des auteurs vivants, a priori, qui sont en train d'écrire. Donc, à ces auteurs qui avaient déjà des éditeurs, que ce soit Claude Royer-Journoud chez Gallimard, POL, Jean Dève chez Flammarion ou autres, je proposais, parce que ça me paraissait indispensable d'avoir des assises comme ça, des textes qui étaient un peu en marge de leur production principale. C'est comme ça qu'avec Claude Royer-Journoud, on a fait un livre qui est composé de notes et de fragments d'entretien, d'ailleurs qui va être réédité prochainement. Avec Jean Dève, je lui ai proposé de publier ses entretiens avec Anne-Marie Albiac. Il y avait aussi Philippe Grand, dont je suivais le travail que j'avais lu pour la première fois aux éditions Ivrea. Enfin bon, j'avais donc quelques idées au début. Et puis après, les choses, elles se sont faites d'elles-mêmes. Enfin, il y a des manuscrits qui arrivent, un travail... c'est un moment, c'est comme si la maison d'édition va toute seule, quoi. Enfin, finalement, nous, on essaye de suivre, mais il y a des sollicitations, il y a de gens qui se reconnaissent dans le travail qu'on y fait, qui envoient un manuscrit, et voilà. Alors, on parle justement de ces ouvrages et je me rends compte que je ne vous les ai pas montrés. Par exemple, voilà, les objets sont ceux-là. Je vous ai entendu ou lu dire, je crois que ce sont les mots de Jean Dève, qu'il y a des constantes et des variables. Oui. Et là, en l'occurrence, dans l'objet tel qu'il est, oui, il y a beaucoup de variables. Voilà, ben alors ça, je vais dire, c'est lié à la collection agrafée. Comme la collection agrafée, je pense avoir trouvé un espace qui ne bougera pas, parce que je crois qu'il est assez bien défini. Eh bien, la variation, je la trouve dans la collection brochée, on va dire. Donc là, je me permets des couleurs différentes, je me permets des essais.
qui n'existent pas trop finalement dans la collection agrafée, qui a trouvé son esthétique, enfin il me semble, et puis donc je profite de cet axe que donne la collection agrafée pour me permettre des variations au niveau formel, enfin des choix de couverture aussi, des couleurs, des choses comme ça. Est-ce que vous avez envie de nous faire entendre oui. les textes oui, ce que j'ai parlé un peu. Oui, j'ai pas répondu à la question non plus des traductions, mais il y a, c'est vrai qu'il y a quelques voix étrangères. Il y a eu au début, quelques poètes américains, états-uniens, puisqu'il y a un lien quand même très fin entre la poésie française et la poésie des États-Unis. Et là, ces dernières années, j'ai un peu changé l'orientation de notre travail, et j'ai plus réfléchi à ce qui se passait en Europe du Nord, donc en Norvège, en Suède, où ils sont très très francophiles. C'est des lecteurs et traducteurs souvent très 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 bons. Et ils nous surévaluent dans ce qu'on fait en France. Et je pense qu'ils sont bien en avant de nous. Enfin, c'est ce que je pense. Et donc, il faut vraiment, c'est très indispensable en ce moment de les traduire et de les publier. Et je pense notamment à un auteur comme Jørn Sveren qui est là. Donc il est norvégien. Il y a J.H. Prehn qui serait plutôt de la génération de Claude Royer-Journoux, Anne-Marie Albiac, qui a une œuvre qui n'était pas du tout traduite en français. Donc là, on est en train de s'en occuper. Kyle a travaillé sur un livre qui sortira bientôt. Des Suédois. Il y a des choses passionnantes qui se passent de ce côté-là de l'Europe. Voilà. Et ces textes-là, vous allez les chercher, ils vous sont présentés. Mais en fait, moi, par exemple, Jørn Sveren, il m'a contacté pour me demander l'autorisation de traduire des livres de la maison d'édition. Il avait une revue. Il a traduit Méthode de Victoria Xardel, il a traduit Gommage de tête de Marie de Quatrebarre, donc il est hyper attentif à ce qu'on fait, à ce qui se passe en France et tout ça. Et donc moi, il me suffisait après de lui demander, mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Et hop, j'avais le... Bon, moi je ne parle pas le norvégien, donc après il fallait trouver un traducteur, mais le traducteur s'est présenté de lui-même, Emmanuel Raymond, il est super, et passionné par le travail de Jørn, et voilà, on a monté cette machine, et c'est passionnant, parce que nous, on a beaucoup à apprendre, je pense, de tous ces travaux-là. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais moi, comme je parle ni le suédois, ni le norvégien, mais c'est passionnant. Ils sont vraiment dans un truc super. Et alors, par ailleurs, moi, j'ai été invité au moins à 3 ou 4 reprises en Suède, par exemple. Donc, ils sont vraiment formidables, quoi. Ces Suédois. Voilà. Donc, voilà pour la littérature étrangère au catalogue. On a un peu aussi d'allemand, pas beaucoup finalement d'Europe du Sud, hein, quand même. Allemand, enfin, on avait fait le compte, une fois on avait il y a des livres qui ont été, le livre de Marcel Cohen a été traduit aussi en polonais. Il y a des échanges, enfin, quelques-uns, ils ne sont pas hyper nombreux, mais enfin, on a quand même, il y a un certain nombre d'échanges qui se font. Alors, je vais vous lire quelques pages d'Emmanuel Fournier. C'est ce livre-là qu'on était en train d'imprimer, que vous voyez sur les feuilles là, qui sont... Emmanuel Fournier est passé au moment de l'impression de ce livre. Pardon, excusez-moi. Et il a pris des photos. Et il était tellement précis et tout ça, il a fait un montage photographique assez didactique, de façon à ce qu'on puisse voir les étapes, la composition, l'imposition et tout ça. Et là, j'avais demandé, parce que c'est quand même un boulot, à un ami, Merlin, qui est à Lyon, de venir donner un coup de main. Et donc, on a travaillé sur l'impression de ce livre ensemble. Donc, c'est Merlin que vous voyez. Au plomb, tu peux dire peut-être ? Oui, c'est en typo. Ouais, c'est en plomb mobile. Enfin, vous regarderez, vous jetterez un œil, mais voilà, c'est un peu le... Donc, je vais vous lire quelques pages de ce Tractatus Infinitivo Poeticus. Alors, le titre, il est repris de Wittgenstein, qui avait fait Tractatus Logico-Philosophicus, donc traité de philosophie logique, mais ce traité de Wittgenstein était lui-même repris à Spinoza
qui avait fait le traité de théologie politique. Donc c'est un titre comme ça qui se passe d'un livre à l'autre. Et là, donc, nous avons un traité de poésie infinitive. Et donc, je vais vous lire, il y a 9 séquences, et je vais vous lire, c'est comme une traversée un peu du livre, c'est des pages qui sont assez brèves. Et donc, je vous lis d'abord, il y a 6 chapitres, donc une page du premier chapitre qui s'appelle « Partir penser ». Il y a quelquefois des exergues que je vous lis. Ne pouvoir penser qu'en s'étant perdu, ne pas penser sans s'être perdu. Dire comment, n'avoir ni de quoi affirmer, ni de quoi nommer. Parler à qui, n'avoir ni qui solliciter, ni qui appeler. Ne rien poser, n'avoir jamais su imposer, rien pu qu'inciter. Je vous lis ensuite 3 pages du deuxième chapitre qui s'appelle « Inconsister, s'appuyer dessus ». 2.1. L'exergue. Ne faire que dire et déposer, sans rien dire ni rien déposer. Ne vouloir rien dire, mais de quoi, n'y avoir rien, n'avoir rien dont dire, et pourtant y avoir rien, y être, même en préférant ne rien en dire. 2.2. L'exergue. Ne penser que pour se moquer de penser. Ne rien être, mais être quand même. Ne croire en rien et cependant croire. Ne rien penser, ne penser à rien. Et pourtant et encore penser. Être encore en étant pourtant rien. Vivre en croyant pourtant ne rien vivre. La page 2-3 et l'exergue. Laisser éclore et se présenter. Ne plus se subordonner à être, ne plus obéir qu'à cheminer, partir et non plus finir d'aller. Le chapitre 3, qui s'appelle « Ayant reçu de dire », 3.1, l'exergue, s'être longtemps trompé en croyant ne pouvoir avancer qu'en nommant. S'abstenir d'habiter, s'abstenir de nommer, sembler manquer, sembler avoir à compléter, à substantiver, à qualifier, à dire, et compléter, et succomber à maîtriser. « 3.2. L'exergue, ne rien tuer, ne rien annihiler, n'abolir que de prétendre avoir. Pouvoir errer et pouvoir se repérer, pouvoir se perdre et pouvoir se retrouver, pouvoir poser et pouvoir interroger. Ne s'empêcher ni de douter ni de croire, ne se priver ni de personnaliser, ni d'objectiver ou de chosifier, ne manquer ni d'avoir à penser ni d'être, ne manquer de rien, ne manquer que de tout. 3.3. L'exergue, en apprenant comment dénommer, apprendre aussi à se conformer. Sembler se contraindre en s'abstenant de nommer, mais autrement se contraindre en substantivant, s'y être trop habitué pour le comprendre, trop comprendre pour continuer à chercher, rêver de repartir là où s'être arrêté, rire de croire avoir trouvé comment penser. Du chapitre 5, voir s'épanouir, se dépasser. La page 5.1. S'étonner de s'enfermer et de s'entraver en croyant lutter pourtant pour se libérer. Pouvoir se limiter, pouvoir se restreindre, pouvoir se contraindre, pouvoir s'interdire, pouvoir se dépasser en se contraignant, mais aussi en s'épargnant de s'asservir,
s'étonner de s'astreindre et de se réduire, là où pouvoir cependant faire autrement, pouvoir se laisser éblouir de pouvoir. Et le chapitre 6, pour finir, qui s'intitule « S'amener à vivre », la dernière page, 6. Ne plus nommer, ne plus séparer, ne plus figer, ne plus éloigner. Dire sans aller chercher ailleurs, dire là maintenant, sans attendre, ni pour servir, ni en visant à, mais en acceptant d'indéfinir, de laisser flotter et se penser. Voilà. Super beau texte Oui. d'Emmanuel Fournier. Voilà. Qui travaillait à l'infinitif. C'était son mode de pensée. Enfin, il a élaboré une langue, enfin, voilà, pour penser. Et ce que je peux dire, c'est que dans ces temps où on est quand même un peu troublé par les questions de genre, les questions d'accord, l'infinitif permet, comme d'habitude, cet infinitif a des vertus quand même qui sont très puissantes, et ça permet de prendre un pas de recul, parce qu'en fait, on ne conjugue pas. Donc, qu'est-ce que c'est de penser sans la conjugaison? Parce que dès qu'il y a la conjugaison, évidemment, on s'implique. Voilà. Oui. Alors que là, il s'agit de prendre un pas de recul, mais de continuer à penser par une syntaxe, enfin, qui emporte la pensée. Et je vous assure que d'avoir lu il faisait des traductions de certains auteurs, donc ça peut être Platon, Wittgenstein ou autres. Il les traduisait à l'infinitif, c'était impressionnant. Descartes à l'infinitif, ça vaut le coup. C'est assez puissant. Penser donc être, ou on se demande le cogito, comment ça marche. Voilà. Il y a vraiment une réflexion, ça c'est une pensée à part, mais dans beaucoup d'auteurs que vous publiez, une réflexion qui est amenée sur le mot. C'est probablement propre à la poésie et à la poésie contemporaine, mais je pense aussi à Pascal Poyer, enfin, quelque chose vraiment de l'ordre de la performance autour du mot, de le manipuler, l'amener vers le lecteur et de faire une proposition qui est au-delà de ce qu'on lit. Oui, enfin, voilà. Alors ça, je dirais que c'est un des questionnements de la maison d'édition qui tourne autour de la littéralité. La littéralité, c'est on va dire, c'est une mouvance dont on peut donner à peu près une date de naissance et tout ça, et qui en fait finalement, historiquement, était dans le rejet du surréalisme, on va dire grossièrement, toutes ces images, toute cette, cette surenchère, enfin ce surcroît d'images, et donc revenir à la lettre du texte, à la lettre voilà. Et donc il y a une phrase assez fameuse de Claude Royer-Journoux qui est dans La poésie entière et préposition, et qui dit « remplacer l'image par le mot image ». Donc il y a une attention à la lettre. Et moi je dois dire que, et ça on y viendra tout à l'heure, mais faisant de la typo, où on compose chaque mot lettre par lettre et chaque espace avec des blancs et tout ça, et toute la page elle est construite, eh bien on a il y a une cohérence qui s'établit entre le sens des textes, la façon de les fabriquer, et tout ça ne fait qu'une seule dynamique. Enfin, voilà. Cohérente et précise, oui. Ouais, oui. Voilà. Et donc il y a des auteurs, voilà, Emmanuel Fournier, les infinitifs sont substituables les uns aux autres, on va dire, mais aussi bien que les lettres qu'on utilise pour composer, qu'on remet en casse et on compose un autre verbe avec. Donc ça fonctionne pareil, l'infinitif fonctionne un peu comme moi je travaille, enfin comme on travaille, puisque Esther aussi travaille et Samuel aussi, et on est plusieurs ici à travailler en typo. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est quand le mode de production est adapté au type de littérature qu'on propose, quoi. Voilà.
Donc pour arriver à cette fameuse constante aussi graphique et parler peut-être précisément de la collection des agrafés, donc qui est celle-ci. Les couvertures utilisent toutes ce papier, cette écriture rouge. La Voilà. typo est... C'est du Chambord. Ok. Ouais, ça s'appelle le Chambord. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez nous parler de... Eh bien, je l'ai inventé, en fait, c'est au moment de mon apprentissage chez Pierre Mrégène des éditions Harpoé. Alors, il était passé, on s'était vu, et il m'avait dit, toi, tu vois passer du monde, si tu connais quelqu'un qui est intéressé pour apprendre la typo, parce que là, moi, donc à ce moment-là, il était à Corbières, près de Manosque, et il me dit, là, je travaille seul, ça devient un peu difficile et tout ça. Ce que je comprends bien, moi, maintenant, à l'atelier aussi, des fois, c'est un peu difficile. Et je lui dis, mais moi, ça m'intéresserait. Et donc, me voilà parti à faire les allers-retours à Corbières, tous les week-ends quasiment. Et Pierre me dit, ben voilà, tu es là, tu as une maison d'édition, tu inventes un boulot que tu fais à l'atelier, comme ça te donne une raison de venir, moi ça me fait de la présence, et puis on s'arrange comme ça. C'était donc une sorte de contrat comme ça, là. Et donc il y avait ce plomb, j'avais vu Pierre avait fait un Wojciech sur carton avec des grosses lettres en rouge et tout ça, je me suis dit mais parfait, ça, je vais faire un truc comme ça. Et j'avais cette idée de collection de textes courts et agrafés. En fait, c'est une façon de faire aux États-Unis, beaucoup en poésie, ce qu'ils appellent les chapbooks. Et ça a permis de faire circuler beaucoup de textes et de prendre des risques à des moments où la poésie était très expérimentale, difficile à vendre chez les grandes maisons d'édition, grandes enseignes et tout ça. Et donc, il y a eu beaucoup d'ateliers typo qui se sont montés. Lynn et Ginian avaient un atelier typo, les Waldrop à Providence avaient un atelier typo. Enfin, ils ont fleuri un peu partout aux États-Unis pour fabriquer ces petites formes et faire circuler des textes au moment où il y avait toute cette littérature expérimentale assez puissante aux États-Unis. Et donc, moi, ça me paraissait être bien ajusté, d'autant que nous, ayant une tradition du livre, bien plus qu'aux États-Unis, du livre à la Mallarmé, on va dire, du livre construit. Eux, aux États-Unis, ils font un livre, deux livres, après ils font des œuvres choisies, puis après les œuvres complètes, et ils n'ont pas vraiment le souci de la construction, vraiment. Nous, on a toute une tradition là-dessus. Et donc, finalement, nous a pas amené à faire ce modèle de chapbooks, d'utiliser ce modèle, alors que les Américains, eux, avaient vraiment le sens de ce format-là. Et je me suis dit, importons ce format en France pour faire circuler des textes, voilà. Et donc, lié au fait que j'apprenais chez Pierre Bregène à Harpo, et voilà, donc j'ai mis en route cette collection qui a été reçue très bien. Les libraires ont été contents de voir débarquer cette curiosité. J'ai une question sur un détail technique. Ouais. En fait, les couvertures, donc, elles sont rouges à l'intérieur. Est-ce que c'est imprimé par toi? Non, ça c'est offset. Je fais imprimer. Tu le fais imprimer en rouge? C'est carton à chaussures. Tu vois, tu imprimes Adidas et tu as dedans le carton. J'ai retourné le truc et j'ai fait imprimer en rouge offset. Tu n'as pas le papier déjà imprimé comme ça? Non. Parce que ça existe, des papiers déjà imprimés. Non. Pas forcément avec ce rouge-là. Donc ouais. C'est toi qui l'as choisi. Ouais. Le rouge, en fait, c'est Red 032, pardon, des détails techniques pour le rouge, sur le gris. Et j'ai regardé ce que ça donnait et sur le nuancier, et on a trouvé la couleur qui correspondait, et clouc, on l'a fait de l'autre côté. Et donc ça, je fais imprimer plein d'avance, quoi. Je fais par wagon. Oui, voilà, c'est pas tout à fait un wagon, mais ouais, voilà. Ouais, voilà, je fais des quantités quand même. J'ai pour 10 agrafés d'avance ou je sais pas quoi. Au dos, il y a des séries. Première série, voilà. Deuxième série, troisième série, qui correspondent à des périodes, c'est ça? C'est des temps... alors la première série, elle est faite chez Pierre, donc à Corbières. La deuxième série, c'est quand je monte l'atelier à Marseille. Okay.
Et la troisième série, parce qu'en fait, au tout début, je faisais aussi l'intérieur en offset. C'est que récemment que j'ai fait l'intérieur en typo. Et donc, c'est la troisième série, l'intérieur en typo. Okay. Et alors, dans ces séries, j'ai à chaque fois une pensée émue pour un livre. La première série, bah alors tous les livres me plaisent pareillement, mais j'aime bien dans la première série le livre de Dorothée, qui était son tout premier livre, Dorothée Volut, qui s'appelle Alphabet. Dans la deuxième série, c'est le livre d'Amné de Esther, qui me semble assez représentatif et qui était son premier livre aussi. Enfin non, il y avait eu une petite plaquette aux éditions précipitées. Enfin, bon, quasi son premier livre. Et dans la troisième série, je pense au livre de Jacqueline Frost, qui s'appelle Le Troisième Événement, qui me... je sais pas, je trouve qu'il identifie pas mal la série. Enfin, je sais pas, ça c'est une petite fiction que je me fais, mais j'aime bien, voilà. Tout ça pour donner ce qui nous amène voilà. vers Esther, donc, qui a publié ce texte amené dans cette collection chez Éric Pesty. Et Esther, je crois, tu as une lecture à nous proposer, mais qui n'est pas un texte. Je te laisse nous en parler. En fait, je vais lire une partie, une partie de la première partie de Amené, qui s'appelle L'évidence. Et ensuite, je vais, je ne sais pas comment dire, embrayer, enchaîner ou aboucher un texte. Parce que ce mot d'évidence est écrit avec un A. Et là, je creuse encore cette histoire. Et là, le texte que je vais vous lire s'appelle Évidence. Voilà, donc ça bouge, l'un sur l'autre. Ça bouge, mais ça se réduit aussi, quoi. Il n'y a plus d'articles bientôt. Oui. Je vais mettre à l'infinitif. Peut-être évidé. Évidé. Ah oui, ça va durer entre 13 et 14 minutes à peu près. Voilà. Des fois qu'on ne supporte pas qu'on voudrait partir tout de suite. Tout autour danse ce qui est. Danse ce qui est là. Maintenant. Et rôde, frôle, flotte ce qui n'est pas. Pas là, maintenant. Présence appuyée de l'absence, de ce qui a été, aurait pu être, ne sera pas. À force de s'étendre, se plier, se densifier, rester, ce qui n'est pas, forme une épaisseur et une peau poreuse, une non-existence tangible. Comme cela se glisse, apparaît, s'entend, se capte, se transmet, échappe, glisse, s'endort, résiste. Comment ? C'est un endroit, ce n'est pas un endroit, c'est une onde, pas une onde. C'est une force, pas une force. Une faiblesse. Non. Ça existe. Non. C'est partagé, ce n'est pas partagé. C'est un trou. Non, pas un trou. C'est la parole, et ce n'est pas la parole. C'est dans les corps, ce n'est plus dans les corps. C'est possiblement sur des épaules, depuis 2, bien plus générations seulement. C'est possiblement entre les murs, et ça les traverse. Ces murs-là restent creux. Dans ce cas, un verre peut se briser. L'humidité, comme la sécheresse, sont des facteurs encourageant la perception de cette épaisseur faite de vide. Une épaisseur faite d'abandon, de retrait, de disparition. Faite de multiples oscillations de présence, de ténacité, de colonne vertébrale aiguisée sur une tête autour qui tourne, de déplacements rapides, de stase stupéfiée. Conjonction où et durant lesquelles le corps, vecteur, n'en peut mais. Évidence.
Là, juste à l'orée, elle frôle. Pas encore, tout à fait. Évidente, là, devant. Voix on air. Creux dans la structure même, elle remplace. Évidement de la chair, même, de la pulpe du mot, même. Aileron. Pointe verticale, mouvement glissant, horizontale force de la fente avant le vide. À l'arrière, cela se referme, lèvre d'une plaie, pointe au moment même de l'apparition. Flux permanent, ni début, ni fin. Opération d'envergure, blanche, courante. Rassemblement en style. Le son aspire le visage, creuse le mot, creuse le paysage, creuse. Une complication en train d'avancer. Contient tout, ne contient rien, est évidence. Complication. Lieu vide. Frais contact entre peau de l'aileron et surface de mer. Aileron. Glisse. Ne fait qu'émerger, sans cesse s'engouffre, commencement continu, avant toute durée. Aileron. Brise en éclats 1000 leur inclinaison 1000 degrés, des reflets rentrant l'un dans l'autre. Infini contrecarré, mouvant, infiniment mouvant. Visage du ciel, sans unité possible. Pas de vue dans le bain de l'œil, pas d'explication au visage, mais traduction de langues inconnues, l'une à l'autre. Le temps n'existe pas. S'écoule dans les deux sens. Et je reste, herbe, en son milieu, à écrire. Le temps réversible coule non linéaire, suspend tout, dans ce suspens, évidence. Permet tout. Tout tourne. Si je tourne autour d'évidence, c'est qu'elle est impossible à saisir depuis longtemps maintenant et vide ma langue et lui permet de venir. Pression climatique, naissance constante, matière-mot suspendue, océan vertical fendu par la pointe avancée, éperon. L'aileron la mer est l'appareil grâce auquel évidence aspire, coulisse, se frotte contre la langue. Distance des images, leur lien est évident. Réfraction, évidence, sa force, sa puissance ne sont effectives que parce que ce mot n'existe pas. Évidence creuse, fort, dégage, soulève. Évidence invite, convoque, appelle, charme. Son dit, c'est là, déjà là. Émerge, fait rouler, articule, pensée, mot. Les faits pesés, graphie, dit quelque chose n'existe plus. Rivière en temps réel, opération en train de se faire là, dans la langue, là, maintenant, maintenant. Évidence, levier de tel mot au lieu de tous les autres. Miroir brisé de la mer propose continuellement tous les autres. Sans distinction, évidence est apparition du spectre de la langue dans ce qui peut se lire et non peut se dire. Aussi, évidence apparaît dans la langue, sonore, dans la langue, parler dans la langue orale, dans la langue vocale, dans la langue, évidence, s'y glisse. Dans ce cas-là, la langue vient, retour rapide, devient, circonvolution cérébrale, remonte, connexion synaptique, avance, navigue à vue, à l'estime. Évidence est ce vide qui avance, est ce moteur, sans mécanique aucune, cette aspiration, source désécrite, cet espace, fine, juste au-devant, la caressant et lui permettant de faire ses avances. Celle de l'aileron, fendant le miroir, brisé, toujours, brisé, de la mer. Évidence à une vitesse, ne peut s'arrêter, sinon s'arrête. Le miroir de la mer, déjà brisé en mille, l'aileron en brise encore, passe entre d'autres, écarte l'épaisseur de la surface de la mer, est infime, n'existe presque pas. Cette surface miroir de la mer fondue au moment même de la fente se retourne, se regarde, plissure, circonvolution, souplesse du derme, force de l'écartement.
Épreuve des liens invisibles, un relief se dévoile, petits éclats, ourlets, saillies, revers. Évidence n'est pas volonté bandante, sans raison, évidence n'est pas dressée, évidence est verticale, avance pour fendre, et pour fendre, elle s'y entend. Évidence fond avec désir, évidence est la fente même, crée faille souple, se referme, plus ou moins lentement, lèvres, sillon, traîne, laisse. Permettre la lecture, entendre sous écoute, l'épaisseur de la langue, spectre, écho de tout ce qui n'existe pas, n'a pas pu, exister aurait pu, n'existera pas, tout existe là, et l'écoute se fait lentement, immédiatement, là, évidence, bande, pour la langue, on écarte les pans, la ligne de l'aileron fend et ouvre le miroir brisé de la mer et le rond. Encore, évidence étendue, effilée, affûtée, fine lame, elle pousse l'espace vide, la respiration, souffle, explosion devant la surface brisée, plus ou moins brisée, par plaques, étale ou éclat, vif, résiste. Oppose une résistance et cède à l'évidence. S'y connaît en anatomie de la langue, appelle d'autres vides, là où ça joue, où ça peut jouer. Articulation possible à l'intérieur des mots, même, tout est possible. La preuve, évidence n'existe pas, seul, l'aileron avance, par poussée, désir continu, désir puissant sans retour, c'est quand les lèvres de la plaie se referment qu'elles émettent un son, rappel du silence. C'est donc là qu'elles parlent, qu'elles peuvent parler. Les entendre, les écouter est une autre affaire, encore une autre affaire, encore une autre histoire, de vagues soulevées, houles, différentes, contradictoires, pour ne pas dire diffère, chante, hante, chant pour l'istos, chant pour la marche, pour l'oscillation constante des fréquences émises. Leur superposition dit calque, dit strate, dit mémoire, dit archive, traînée, sillon, sillage, queue. Avant miroir de l'après, costume ou complet. 3 pièces, dont une chambre qui peut tout contenir. Mettez-y tout. La chambre sourde, la caméra obscura, le centre du labyrinthe, où le fil ne tisse pas, mais se dévide, où le fil se déroule, oriente, guide, se déploie, soutient, trame. Membrane fascia, blason motif, mobile, bassin versant, Talweg, Cora, évidence est là, juste devant, à l'orée. Je la cherche, l'approche, je l'aborde. Merci. Merci Esther. On revient. Et donc en 2012, c'est 2012 je crois, le choix d'adosser à la maison d'édition un atelier typo et impression. Donc ce choix, vous l'avez expliqué, c'est celui de... Enfin, c'est la proposition de Pierre des éditions Harpoé, mais ça correspondait aussi à un élan, une envie. Oui, c'est aussi une volonté de, je sais pas, de mettre en cohérence un peu tout ça, et puis d'essayer petit à petit de, comment dire, dans le réel, c'est-à-dire de trouver une économie entre la fabrication, donc le plus souvent on demande des aides au CNL ou autres pour publier des livres dont on sait qu'ils se vendent à assez peu, parce qu'en fait là il n'y a rien à faire. Notre travail en tant qu'éditeur, c'est d'inventer les lecteurs, mais on les invente comme les libraires. Chacun essaie de faire son travail, mais on ne peut pas non plus soulever des montagnes, donc on fait chacun ce qu'on peut faire à son niveau. Mais il y a une question pour moi qui est de mettre en cohérence, mais en plus aussi mes propres convictions,
c'est-à-dire essayer de ralentir autant que possible la production. Alors le plomb, c'est un futur ralentisseur, ça je peux vous assurer. Et donc donner plus d'intensité à chaque publication, économiser les frais. C'est pas la même chose de demander une impression à un imprimeur de la faire soi. De mettre un peu, de prendre au sérieux ce système, cette idée de décroissance, mais sans rien lâcher, comme diraient nos amis. Voilà, donc il y a un moment où moi j'avais envie quand même de remettre tout d'essayer de resserrer un peu les rouages quoi, de cette machine. Et c'est vrai que la typographie c'était le moyen, mais on n'a pas inventé ça dans ces années. On a GLM qui l'a fait avant nous, on a des illustres éditeurs et imprimeurs qui ont travaillé en poésie. Pourquoi en poésie? Parce qu'en fait on a des formes qui sont plus courtes. Voilà, c'est tout. C'est des formes courtes, c'est du livre qui demande une belle mise en page, c'est-à-dire ça peut difficilement quand même passer sur les tablettes numériques. On a du mal à se... Enfin, il y a eu des essais d'ailleurs qui sont réussis de publication sur tablette, de poésie, de textes de poésie. Mais bon, le livre reste le lieu. Ça, on n'a pas vraiment... fait beaucoup de progrès à ce niveau-là, et donc on reste avec les mêmes outils que GLM finalement, des formes courtes et proposer de la littérature de qualité et intense, quoi, voilà. Et donc c'est vrai que la typo c'était un moyen dans le réel de changer un peu le cap qui est celui de la perspective d'un éditeur, c'est celle de grossir. Donc de publier de plus en plus de livres qui se vendent de mieux en mieux. Mais est-ce que tout le monde va grossir comme ça pendant combien de temps? Enfin, les tables de librairie sont comment dire, inondées quand même. Les cartons qui arrivent, qui repartent, le flux, le truc. Alors on se dit, mais peut-être on peut essayer de faire autrement. Bon, voilà, je sais pas. Et donc voilà, mettre la main à la fabrication, c'était une façon de rendre un peu, mettre dans le réel un peu toutes ces choses qui sont des réflexions que moi je peux avoir, mais qu'on est pas mal à avoir ici. Et donc ça induit en effet à la fois ce que vous disiez tout à l'heure sur la matérialité, c'est-à-dire que publier un ouvrage qui sort de l'atelier typographique, c'est en avoir touché chaque lettre de chaque mot. Oui, voilà. Et avoir opéré en fait une équation entre le travail de l'éditeur qui est de prendre un texte dans son catalogue, d'envisager l'objet et puis de le créer, quoi. Ouais. Et donc tout ça induit en effet un rythme très différent. Oui, voilà. Ouais. Combien de livres à peu près combien de livres par an? Eh ben c'est 6, à peu près 6-7. Après, il y a les revues, donc ça dépend. On compte pas, parce qu'en fait, il y a une part de la production qui ne passe pas du tout par la librairie, parce que c'est des tirages qui sont plus petits, comme la collection Huis Clos. En fait, elle sert à la fois à publier des premiers livres. On en a peut-être 10, une dizaine de titres comme ça. Ils sont publiés à 100 exemplaires, donc on peut difficilement les mettre en place en librairie. Nous, on les présente très volontiers sur les salons. Donc les gens qui nous connaissent savent que peut-être on aura au prochain marché de la poésie un nouveau Huis Clos ou je sais pas quoi. Et donc ça les intéresse, parce que dans cette collection, on ne fait que des premiers livres. Donc c'est le premier livre de Kyle, il y en a eu quelques autres premiers livres. Et donc c'est toujours très intéressant, excitant, enfin de faire un premier livre comme celui-là, c'est-à-dire d'essayer quelque chose avec un jeune auteur, quoi. Et le format étant très simple, enfin c'est une page pliée en 4, une couverture à rabat, on peut faire ça assez rapidement. Et moi l'intérêt que j'ai, c'est de le donner à faire, en fait. Ces objets, c'est rarement moi qui les fais.
c'est plutôt des jeunes gens qui apprennent. Donc là, en ce moment, j'ai 2 jeunes femmes, Célie et Evan, qui passent à l'atelier, qui sont aux Beaux-Arts de Marseille en 3e année, et qui ont tapé à la porte, à la fenêtre là, plusieurs fois. Je leur ai claqué la porte au nez 2, 3 fois, puis elles ont forcé l'entrée, et puis elles voulaient faire de la typo. Alors finalement, je leur ai dit, faites de la typo. Et puis j'ai justement, Kyle, il a un texte, on va essayer, on s'y met. Elles avaient déjà touché un peu elles avaient déjà un peu travaillé avec, comment elle s'appelle, Annick de Gigondas, là. Non. Bon, enfin bref. Oui, voilà, Vinet. Annick Vinet, voilà. Donc elles étaient passées par là, elles avaient déjà fait un petit livre. Et donc, on les a mis au travail et elles ont été super, elles ont fait un magnifique livre. Donc, c'est aussi la transmission de toute cette chose-là qui est en jeu dans la collection huis clos. On prend pas, il n'y a pas de risque si jamais on n'arrive pas au bout, si moi je donne un coup de main, enfin si jamais on fait à 100 exemplaires, ça va, enfin on arrive forcément au bout d'un petit projet comme celui-là, et c'est quand même très satisfaisant pour des jeunes gens, autant pour Kyle de son premier livre, autant pour elle de fabriquer un premier livre, tout ça, tout très réjouissant, quoi. Et donc ça permet de transmettre le métier et puis de se faire plaisir, quoi. Avec des chutes de papier, finalement, c'est ça. On trouve toujours de quoi faire une couverture à l'atelier. Avant d'arriver à la lecture de Kyle, peut-être parler d'autres publications qui sortent de l'atelier typographique, que sont la revue Coche-Conang, voilà. Hébergée par les éditions Eric Pestier, dirigée par Jean Dève, ainsi que l'autre revue, voilà. Oui. Alors les revues, j'aime beaucoup parce que en fait, on travaille quand même assez seul, et la revue permet de créer des sortes de temps collectif, mais qui n'est pas où chaque texte qui est publié tout d'un coup se retrouve mis en contact avec le suivant à sa place dans la revue, et tout d'un coup il se passe quelque chose entre ces 2 textes. Il y a d'une part le travail d'un auteur, notamment la Claude Royer-Journoux, on est en train de faire son 4e livre chez POL, donc j'en ai fait 2 en typo entièrement, qui sont publiés par séquence dans Coche-Conang. Donc là on a affaire à un auteur qui sait que la revue accueillera son texte en cours, donc ça lui permet de construire son livre, et donc ça c'est le rapport que Jean Dève a avec Claude Royer-Journoux, d'une confiance absolue, qui fait que Jean dit « je fais une revue », Claude sait qu'il peut commencer un livre, et Claude ne pourrait pas publier un livre sans l'avoir pré-publié dans une revue de Jean, quasiment. C'est assez étonnant leur rapport. Donc là, on a ce type de publication dans la revue, mais on aura aussi d'autres textes inattendus que Jean reçoit et qui vont venir comme ça se mettre à côté et faire des étincelles très spécifiques et donner un ton à la revue. Et là, on parle de Coche-Conang, mais donc on a mis en forme une nouvelle revue. Ah oui. Voilà, et on a la 2e page qui est pendue ici. Et donc, c'est mes jeunes femmes, là, Célie et Evan, à qui j'ai proposé de s'occuper de cette revue. Je les ai mis en contact avec Luc Benazet, qui est un poète publié chez POL, qui est directeur de revue, très bon directeur de revue, et je lui ai dit, vous voyez ça ensemble, moi je mets à disposition les machines, il y a 2 numéros par an. Donc je sais que à peu près en été et en hiver, je dois avoir fini mes boulots, de façon à ce que les filles puissent venir. Elles restent une semaine, elles composent, impriment. Bon, je suis à côté si jamais il y a quoi que ce soit. On publie ça à 200 exemplaires et on le met à la poste directement. Donc ça ne passe pas non plus par la librairie.
Donc on a quelques... c'est aussi la chance d'avoir les machines et d'avoir tout le matériel, l'encre et tout ce qu'il faut à l'atelier. On se fait plaisir à essayer des choses. Et là, Nikikos, ça a cette particularité que ce sont de très jeunes gens. Tout le réseau, enfin une grosse partie du réseau, c'est Instagram en fait. Donc Luc Benazet est sur Instagram en train de regarder ce qui se publie de partout et il nous fait comme ça, il nous fait revenir des textes que ces jeunes femmes impriment à l'atelier et on passe une semaine. Alors là, il n'y a rien à gagner. L'abonnement, c'est 10 € pour 2 numéros. Nous, on a le papier, l'encre, le travail et les frais de port. Alors j'ai dit aux filles, là on est tout bénévole. Hein, là, moi, pour l'électricité, oui c'est pour le plaisir. L'électricité, tant pis, le temps de travail, tant pis, l'encre, tant pis, du papier, on verra. Et puis voilà. On peut... Mais nous, ce qui nous plaît, c'est de tenter des choses, quoi. Des formes et tout ça. Et quand on est dans une petite équipe comme ça, où il y a Luc Benazet en qui j'ai grande confiance, des filles qui sont super aussi, et on sent qu'elles ont envie de fabriquer. Alors on se dit chouette, on transmet des choses, on essaie de faire passer entre des vieilles technologies et des nouvelles technologies, on essaie d'aboucher aussi des choses entre Instagram et la typo. Il y a quand même quelques... Oui, mais on essaie de pas détacher, de pas couper les deux mondes, justement. Voilà. Et donc, ouais. Donc, mais la revue Coche-Tonang est disponible en librairie, est commandable, est disponible en librairie, et Nikikos sur abonnement. Voilà. Et on est au numéro 24. Voilà. Et donc, c'est quand même une 20 pages, 24 fois, ça fait quand même cette petite quantité de compos et d'impressions et passionnant. Enfin, chaque numéro, c'est... Jean Dev conçoit ces trucs-là, c'est extraordinaire. Moi, à chaque fois... Parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la typographie, c'est aussi une lecture d'une grande intensité. Parce qu'on compose en effet tout lettre par lettre, mais on rentre dans le texte de façon quand même inouïe. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire maintenant que je suis un homme de lettres, mais au sens de lettres de casse. Mais là je fusionne dans les trucs, quoi, dans les textes et tout ça, et c'est vraiment passionnant. Parce que là, moi, je comprends la logique de Jean Dev, qui n'est pas une logique facile à comprendre. Mais là, je pense que je la comprends maintenant assez bien, au bout de 24 numéros. En tout cas, elle est transmise de façon ultra limpide en tant que lecteur. Ah oui, quand on est... Le Coche-Tonang, c'est une grande clarté. Ah oui, bah ça c'est super, oui. Et je pense qu'on a besoin de revues. C'est des moments là où on se serre les coudes. Dans une revue, je ne sais pas comment dire, mais j'ai ce sentiment-là qu'on a quand même quelque chose de ensemble. On essaie de fabriquer quelque chose ensemble, même si personne ne décide de rien, finalement, tout le monde met le meilleur qu'il a de lui-même et on fait un truc tous ensemble. Je trouve que la revue, en ce moment, c'est un bon truc. Voilà, Kyle. Alors j'avais, juste une petite parenthèse, j'avais demandé à chacun pour ce soir là, d'écrire quelque chose, de ne pas forcément lire ce qu'on avait déjà publié. Et donc Kyle a écrit un texte de 7 pages, et puis Esther avait ce texte que j'ai découvert. Mais moi, ça m'intéresse d'entendre de nouvelles c'est pas un texte que j'ai écrit pour l'occasion, mais c'est un texte que j'ai mis en page pour l'occasion. L'écriture a débuté il y a plusieurs mois. Et c'est la continuité de Cœur, du coup, que j'ai publié chez Eric. Et c'est un texte de 7 pages, composé de blocs de prose de longueur inégale, quoi. Puisque tu as annoncé le temps de ta lecture, moi je pense que ça va durer entre 5 et 7 minutes. Il exerce son savoir-faire à proximité des champs et des enclos, sur animaux, maîtres, clôtures, dont il décompose les rôles. La perspective de leur renversement lui suggère un monde visible. Il copie les gestes duquel ce renversement procède, mais à d'autres fins. Un village apparaît sous l'effort, voué à une destruction qui le fait grandir.
Les maisons, les édifices redressent, à la faveur du prodige qu'ils occasionnent, sa trajectoire. Rendent la voie praticable. La pointe d'un clocher perce le brouillard. Perçu depuis une cellule, sa propre respiration ne constitue plus à ses yeux un modèle de liberté favorable. Il se réfère, les imaginant analogues, à d'autres actions qui, en raison de leur nature périlleuse, sont d'ordinaire réservées aux morts. Un toit est arraché par une bourrasque. La fuite des occupants renouvelle son oxygène. Pourtant sujette à une pesanteur qui lui impose de passer par les habitations pour s'abriter et se nourrir. Dépourvu des attraits, des yeux, une bouche ou un instrument de la sorte, indiquant qu'il est l'un de leurs semblables. Une porte s'ouvre. Il parvient enfin à se soustraire à la vigilance de ses créateurs. La lumière, à l'intérieur de la pièce, révèle son absence de corps. Il épouse ostensiblement la disposition des meubles et des objets. Un vide ou un plein équivalent, s'ajustant en tout point à l'espace, produisent une démonstration qui invite forcément à une très grande prudence. Il dessine une courbe pour apaiser les regards. Il tente d'exprimer sans équivoque qui il est, d'où il vient, ce qui l'amène dans la région. Mais les formes qu'il emprunte pour ce faire, identiques à elles-mêmes, composent un récit de pure circonstance qui, dans une transparence redoublée, leur montre ce qu'ils ont déjà sous les yeux. Les enfants, les chats et les chiens sont moteurs de cette histoire. La logique à laquelle il obéit comporte des trous qu'il découvre avec un vertige en sondant, la main sur les murs, sa poitrine. Une table dressée et des chaises en bois s'emparent de son squelette, ressoudent une partie de ses articulations. Les ressources qu'il mobilise, en vue de conserver sa liberté de mouvement, il doit continuer sa route, semblent, par suite de cette métamorphose, s'être tapis dans un coin obscur de la pièce où elles demeurent inaccessibles. Mais ce n'est pas grave, quantité de choses visibles supplée à leur manque, dessine dans une juxtaposition hasardeuse l'axe sur lequel s'oriente désormais sa conduite. La grande incertitude formelle qui le caractérise confère à ce qu'il voit, observant depuis la route les carrés et les rectangles de cette zone périphérique où l'on se rend pour travailler, une force de pénétration telle qu'ici, le flux constant de la circulation, l'affairement des travailleurs deviennent, temporairement, qui il est. Éludant de ce fait une question parmi les plus embarrassantes et les plus vaines. L'action qu'il porte dans le monde, en revanche, demeure quant à elle, malgré le nombre infini de tâches qui lui sont présentées, indépendante et inassimilable. Par conséquent, les gestes auxquels il s'initie, le travail qu'il commence à effectuer, tributaires des moyens mis à sa disposition, ne peuvent consister qu'à un ensemble d'opérations de sabotage. Levier pour cette action qu'ils excluent dont l'objet, lointain, exige qu'un temps soit employé chaque jour à ne pas faire les choses, c'est-à-dire par avance les détruire. Entre ces deux plans d'existence, non ajustables l'un dans l'autre, on serait tenté de placer, forme humaine ou non, l'illusion d'un accommodement possible. Une forêt, modeste employé de bureau qui, par l'effet d'une ingénieuse vraisemblance, n'éveillerait quant à sa nature et ses desseins pas le moindre soupçon. Comme il appréhende cependant,
à cause d'une lumière qui s'insinue, l'aspect qu'il acquiert avec le temps, modelé par un déséquilibre certain, ne peut manquer bientôt de le trahir. On découvre une à une les machines ensevelies sous la neige. Des creux dans le paysage laissent entrevoir une étendue considérable où les ruines et les débris proviennent de choses étrangement inentamées. Il devra alors, s'il n'est pas renvoyé en prison, trouver un autre travail. Voilà. Merci. Voilà, c'était la trajectoire qu'on proposait au travers du catalogue d'Éric Pesty et des voix de vous deux poètes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Si vous avez des remarques, des questions, en tout cas, voilà, on aurait pu évoquer tellement d'autres choses, mais je vous invite vraiment, par curiosité, par appétit, à découvrir les textes de ces collections, de cette revue, voilà, tellement de choses sont très belles et je trouve important en fait de soutenir des modèles comme cette maison qui font des choix qui ne sont pas simples et qui sont voilà, très précis et qui ont toute mon admiration. Merci. Être amené ici et ailleurs en même temps. Oui. Merci. Super, merci.